Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de LGBT présenté par Barbara Silveira Sonigo, Aurélia Gosso et moi-même Amine Lachaud. Si vous souhaitez voir le podcast, rendez-vous sur notre chaîne YouTube LGBT. Aujourd'hui, nous recevons Ophélie, 23 ans, militante pour la cause LGBT et présidente de l'association Kaelif. Nous t'avons contacté pour que tu nous parles de l'activisme chez les jeunes et notamment de tes actions en tant que bénévole dans cette association LGBT. Donc pourrais-tu te présenter rapidement, Ophélie? Bonjour à tous. Du coup, Ophélie, 23 ans, je termine mon master, en affaires publiques et je suis engagée pour les droits LGBTQI+ depuis, maintenant, 5 ans. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton orientation sexuelle et expliquer ce que c'est à nos auditeurs et auditrices? Oui, du coup, queer en fait, c'est un terme pour moi, qui est militant et ça veut dire, c'est, toutes les personnes, qui ne sont, pas hétéros ou pas, cisnormées. Et quand et comment tu as compris que tu étais queer? Finalement, je l'ai compris assez tôt, mais je l'ai réalisé, plutôt tard parce que, depuis que je suis petite, en fait, je me comporte de la même manière, avec les filles et les garçons. Ce qui, dans notre société, genrée, c'est un peu, compliqué à naviguer et à comprendre et en fait, c'est, vers l'âge de 15 ans où, j'ai commencé, à me dire: «Ah bah oui, c'est vrai que, ma voisine de classe, par exemple, j'aurais très bien pu, me voir sortir avec elle. Du coup, je me suis dit: «Bon, bah, peut-être que, faut que j'aille chercher, un peu plus loin» et c'est que, à l'âge de, 19 ans que j'ai fait mon coming out. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé ton coming out pour toi, pour tes proches et pour ta famille? Donc, comment ça s'est passé avec mes amis, c'est vrai que j'appréhendais un peu puisque, moi j'avais une amitié, très fusionnelle, très complice avec mes amis et le premier réflexe qu'on peut avoir, c'est, «Oh mon Dieu, elles vont peut-être penser que je suis amoureuse d'elles». Donc, spoiler alert, ce n'était pas le cas, elles m'ont pas du tout dit ça. Elles m'ont dit, «Mais, on s'en doutait un petit peu parce que tu nous disais que pour toi, ce qui était important, c'était la personnalité de la personne finalement et pas forcément, son genre». Et avec ma mère, en fait, ça s'est passé, lors d'un repas de famille. J'étais assez contrariée et elle m'a dit, «Arrête de faire la tête, tu pas de problème et tout» et là, j'ai un peu explosé et en sanglots. J'étais en mode: «Mais, j'aime les filles et tout» et puis, c'est un peu parti en cacahuète et ça s'est fini, elle m'a, gentiment accompagnée, chez le psychologue, donc c'était pas forcément, une suggestion de sa part. Donc voilà et puis pendant, très longtemps, on n'en a plus du tout reparlé, même si elle savait que j'étais engagée pour, des associations, LGBT+. Et comment est-ce que tu as vécu le fait que du coup que ta mère t'a emmenée chez la psy parce que c'est quand même un symbole assez fort, ça laisse entendre presque que t'es malade, donc c'est quand même assez spécial comme réaction. Moi, j'ai très mal vécu et j'en ai beaucoup voulu, en fait, surtout que, même maintenant quand on en parle, elle ne comprend pas, en fait. Elle ne comprend pas, j'ai dû, lui, annoncer 2 ans après que, en fait, c'est pas parce que j'étais avec un garçon actuellement que je n'étais plus intéressée par les filles. Puis après, un jour, j'ai appelé parce que j'étais vraiment pas bien à propos d'une histoire avec un garçon. Elle m'a dit, «Oui, mais bon, ne comparons pas les filles et les garçons parce que c'est pas comparable, ce garçon» enfin, voilà, vraiment, des réflexions, de personnes qui essayent de bien faire, mais clairement ne s'est pas renseignée sur le sujet et a des réflexions, parfois assez bizarres. Et du coup, quand on s'était entretenu avant ce podcast, tu nous avais parlé de la Chosen Family. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Oui, tout à fait. Du coup, c'est l'un de mes concepts, préférés. La chosen family, c'est, la famille choisie, en fait. Du coup, moi, pour d'autres raisons que celles que je viens d'exposer, mais je m'entends, très mal avec, ma famille paternelle et c'est vrai que, j'ai beaucoup souffert de ces liens familiaux et du coup, dans une société où quand même, la famille est l'unité, la plus importante, comme on le voit à Noël et cetera, moi, j'ai plutôt fait le choix de me dire que, en fait, la famille, c'est pas forcément celle qui était imposée par les liens du sang, mais celle qu'on choisissait. Ok, ça marche.
Et mis à part ça, dans ta vie de tous les jours, est-ce que tu as déjà ressenti un regard différent porté sur toi ou des discriminations? Alors, en tant que personne bisexuelle, en fait, on fait face à de la biphobie, en fait. Du coup, la biphobie, pour moi, c'est, la non-compréhension et la stigmatisation, des personnes bisexuelles. Donc par exemple, oui, moi j'ai déjà été, avec des femmes, qui, ne comprenaient pas que j'avais pu être avec des hommes et qui me demandaient de, comparer nos rapports sexuels, par exemple. Donc extrêmement, gênant et malvenu. OK, oui, je comprends. Mais sinon, mis à part ça, publiquement, tu jamais eu de problème, par exemple, avec ta copine si, admettons, tu marches, dehors? Bah non, parce qu'en fait, je m'affiche beaucoup moins quand je suis avec une femme que quand je suis avec un homme, en fait, OK, mais malheureusement. ouais, voilà. Parce que voilà, parce que, il y a les regards insistants, parce que j'ai déjà été avec, un couple d'amies, lesbiennes et on a dû genre, partir, du métro, directement parce que, presque tous mes amis sont queer et on a déjà entendu des, salpêder dans la rue quand j'étais avec mon meilleur ami. Du coup, forcément, ça me donne pas envie, c'est pas que ça me donne pas envie, c'est que, j'essaie de me préserver en étant, plus discrète. Et dans ton quotidien, mis à part, l'association, qu'est-ce que tu fais pour lutter contre les discriminations, contre les LGBT, par exemple, des manifestations ou autres? Ça t'arrive? Oui, je suis, quand j'ai le temps et quand je suis, vraiment quand j'ai, de l'espace mental disponible, j'essaie d'être, à toutes les manifestations. Du coup, toutes les manifestations dans ma vie, de tous les jours, quand j'entends des remarques LGBTQI+ phobes, en fait, je le dis. Voilà, du coup, quelqu'un va dire enculé, je dis: «Bah non, on dit pas enculé», quelqu'un va dire pédé, je dis: «Bah non, c'est pareil, c'est extrêmement homophobe» et cetera. Je vais reprendre des professeurs en cours, voilà. Par rapport à ça, tout à l'heure, c'est marrant parce que tu disais que tu avais presque envie de garder un peu ton intimité au sein de ton couple quand tu es à l'extérieur, mais par contre, quand il s'agit du coup, de brandir tes droits, parce que c'est quand même tes droits, tu as l'air beaucoup plus ouverte. Comment t'expliques cette différence? Est-ce que c'est parce que c'est ton intimité, du coup, que tu préfères garder secret ou... Non, en fait, parce que alors, quand je fais ces remarques, c'est quand même dans un lieu où je me sens relativement safe. Donc, par exemple, oui, avec des camarades de classe ou, envers un professeur et cetera. Je ne le fais pas dans la rue parce que, en fait, parce que j'ai peur, parce que je connais pas les gens, parce que, parfois ce sont des espaces clos où je vais pas pouvoir, me dégager si on en a besoin et moi j'ai vraiment enfin des amis qui se sont fait, tabasser, donc des amis eux, qui se sont fait tabasser dans la rue parce que, elles se sont affichées et cetera et c'est vrai que du coup, moi je veux, pas me mettre en danger et surtout pas mettre la personne avec qui, je suis en danger non plus. Et au sein de l'association Kaelif, pour toi, c'est quoi être activiste? C'est vraiment très personnel. Pour moi, être activiste, c'est pas ju enfin, ça peut être que de s'engager au sein d'une association, mais clairement c'est pas mon cas. Être activiste, ça veut dire que, par exemple, moi, je vais essayer de m'entourer, de personnes, déconstruites, safe, queer, par exemple. Parce que déjà, moi, je m'entends mieux avec ces personnes. Ça va être, de lire ou, d'acheter, des livres ou de l'art des personnes, queer, par exemple, pour encourager à la visibilité. Ça va être, après évidemment, ça va être, de m'engager. Mais, voilà, je pense que c'est vraiment un tout. Voilà. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous raconter les actions que vous avez menées par Kaelif? Oui, bien sûr. Du coup, le CAELIF, je prends juste 30 secondes pour, expliquer l'acronyme. Du coup, c'est le collectif des associations étudiantes LGBT+ d'Île-de-France. Donc, en gros, on marche comme une grosse fédération. Donc, il y a plus de 20 associations LGBT+, d'écoles et de facs d'Île-de-France, qui sont au CAELIF. En amont du podcast, on avait discuté et tu nous avais parlé du baromètre. Est-ce que tu pourrais expliquer aux auditeurs ce que c'est? Alors le baromètre, c'est, c'est notre grand projet. Du coup, on a lancé, un grand baromètre, en fait, l'année dernière
pour un peu évaluer le niveau des discriminations et des LGBTQI+ phobies dans l'enseignement supérieur. Donc voilà, il y a eu 2100 réponses et en fait, une personne LGBT+ sur 4 a en fait, donc entre une personne sur 4 et une personne sur 3 a vécu des situations LGBTQI+ phobes dans leur établissement d'enseignement supérieur. D'accord, ok. Du coup, tu nous as dit que tu étais présidente du CAELIF. En quoi ça consiste exactement d'avoir ce rôle? Bah, alors déjà, c'est une grande fierté et bah, je dirais, en fait, le plus important pour moi, mon rôle, c'est vraiment d'essayer que nos bénévoles soient bien au sein du CAELIF. Du coup, bien, ça veut dire que les missions leur correspondent, c'est-à-dire que tout le monde est safe et respectueux entre nous et que aussi, bah, en fait, ce qu'on soit fait, bah, enfin, c'est stimulant pour eux. Donc ça, c'est vraiment, j'essaye de chapeauter ça. Du coup, j'ai vraiment un rôle, un peu, de manager, des troupes et cetera. Ensuite, mon rôle, c'est très, aussi, dédié à l'interasso. Du coup, c'est moi qui coordonne, bah, le conseil des associations avec, toutes les associations membres. C'est moi qui fais de la circulation, d'informations et cetera. Je suis vraiment, très disponible pour, les autres associations. Du coup, les présidents, ils m'envoient un petit MP: «Bon, bah, voilà, on a eu, ce cas-là, cette personne-ci a été mise à la porte, que faire? Qui contacter? Heu, Cette personne-ci a vécu cette discrimination avec ce professeur-ci, qu'est-ce qu'on peut faire?» et cetera. En tout cas, très bonne initiative de votre part, je trouve. Et pour finir ce podcast, on a une question ouverte. Tu nous as expliqué qu'était une personne queer, un terme peu connu de la majorité. Y a-t-il d'autres termes que nous devrions connaître? Alors, queer, c'est très important. Safe, c'est très important aussi. C'est un environnement, bah, en fait, non LGBTQI+ phobe, non sexiste, non raciste. Le terme, racisé aussi, je pense que c'est important puisque, bah, en fait, il y a quand même, derrière une histoire, militante, et une histoire militante avec, une domination et voilà et je suis en train de réfléchir mais voilà, c'est un peu les 3 mots que moi j'emploie, tout le temps. Alors, en tout cas, merci Ophélie de nous avoir accordé de ton temps. Bon courage à ton association. Merci encore de ta participation. Merci aux éditeurs de nous avoir écoutés. Découvrez la version audio sur notre chaîne Spotify et allez voir notre compte Instagram LGBT, le podcast, pour découvrir notre prochaine invitée.